Bonsoir, merci d'être venu à la 8e séance du séminaire FemCoco sur les féminismes postcoloniaux, séminaire que je co-anime avec Amérine qui est ici présente. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Alexandra Fournier et Marjorie Delcaz pour un type de conférence assez peu commun, ce qu'on appelle des conférences performance. Et au cours de cette conférence, où il y aura une mise en voix de textes théoriques, eh bien, nous en apprendrons un petit peu plus sur l'écoféminisme. Alors, c'est un sujet intéressant, surtout qu'on sait que la question environnementale en Guyane est très sensible, donc j'espère que cela vous intéressera. Pour présenter les deux artistes, je préciserai que c'est grâce au soutien de la Commission culture de l'université et grâce au soutien de la DAC, dont le directeur est ici présent, que nous avons pu accueillir en résidence artistique à l'université ces deux artistes. Je vais les présenter brièvement. Alors Alexandra Fournier est comédienne et elle s'intéresse à la mise en voix de textes qui abordent la question de l'émancipation des femmes. Et Marjorie Delcaz est une chanteuse, qu'on peut retrouver notamment sur YouTube, et une DJ, donc au goût plutôt esthétique en termes de musique, et qui participe également au montage de conférences performance. Et on va pouvoir saluer leur travail aujourd'hui. Elles ont deux travaillé plus particulièrement sur la figure de la sorcière à travers deux conférences performance. L'une qui s'est tenue à la Colonie à Paris, qui s'intitulait Chercher la sorcière, et la deuxième qui s'appelait La danse sorcière, qui a été donnée à la Maison de la Poésie, également à Paris. Elles ont également monté un spectacle avec les étudiants de deuxième année de lettres l'an dernier, un spectacle qui s'intitulait Sorcière en procès, donc qui était la restitution en son, musique et vidéo des textes écrits par les étudiants sur la sorcière. Et cette année, elles ont l'occasion de travailler à nouveau avec les étudiants de licence 2 et avec ma collègue Mylène Danglade qui co-anime l'atelier d'écriture avec moi sur le thème de femmes et jardin. Et donc les textes que les étudiants ont écrits en poésie avec Madame Danglade et en récit avec moi seront présentés lors d'un spectacle auquel je vous convie, qui aura lieu le vendredi 16 novembre à l'amphithéâtre A à 18 h. Et ce spectacle nous portera à 19 h sur le thème Femmes et jardin. 19 h, je précise, le temps qu'on s'installe, etc. Donc ce sera à l'amphithéâtre A. C'est un spectacle sur un format assez court, ça ne durera pas plus d'1 heure. Donc venez nombreux assister à ce spectacle et découvrir le talent de nos jeunes étudiants de licence lettres. Voilà. Je cède la parole aux artistes. Alors nous allons vous lire un texte extrait de Reclaim, donc recueil de textes écoféministes, choisi et présenté par Émilie H. aux éditions Cambourakis, collection Sorcière, et cette édition date de 2016. Émilie H. est philosophe, maîtresse de conférences à l'Université de Nanterre et travaille sur l'écologie politique. Elle s'intéresse notamment à la question du récit et des imaginaires pour façonner d'autres manières de penser et de dire le monde. Elle questionne les concepts et leurs effets comme ceux d'anthropocène et d'effondrement. Elle invite à penser l'avenir sans la notion de progrès, à sortir de l'ensorcellement du capitalisme et de ses rapports de domination, et à retrouver du lien avec le monde sensible en faisant de la place aux émotions. La question du récit et des émotions est aussi au cœur du mouvement écoféministe, dont Émilie H. est une des spécialistes en France. L'écoféminisme est un mouvement militant né dans les années 80 aux États-Unis contre la menace de guerre nucléaire. Il interroge le lien entre destruction de la nature et oppression des femmes, deux formes de domination qui découlent selon lui des mêmes mécanismes et peuvent être combattues ensemble. Il développe une critique de l'idée d'une nature inerte et inférieure qui a été élaborée par la modernité
et remet en cause le dualisme nature-culture. Face à la possibilité d'une destruction de la planète, les écoféministes ont revendiqué de se réapproprier à la fois ce qui relève de la nature et ce qui relève de la féminité, par des formes de mobilisation et de récits puissants qui font écho à la situation de mutation écologique actuelle. Cette anthologie permet de découvrir les textes des principales figures de ce mouvement, écrivaines, chercheuses, militantes, parmi lesquelles Suzanne Griffin, Joanna Macy, Caroline Merchant, Ariel Saleh, Ines Racking, Starhawk, ou encore Vandana Shiva. Nous allons vous faire entendre des extraits d'un article de Silène Cross, datant de 1995, intitulé « Des bonnes femmes hystériques, mobilisation environnementale populaire féminine ». Silène Cross est une sociologue états-unienne spécialiste de la place des femmes dans le mouvement de justice environnementale. Dans cet article, elle s'intéresse à partir d'une perspective comparatiste au rôle des femmes africaines-américaines, natives américaines et blanches de classe populaire dans les mouvements environnementaux. Dans le cadre de ce séminaire, nous nous sommes concentrés sur les témoignages des femmes africaines-américaines et natives américaines. Des bonnes femmes hystériques, mobilisation environnementale populaire féminine. L'élimination des déchets toxiques est un élément central de l'activisme environnemental populaire fait par des femmes. Les usines de traitement des déchets toxiques sont majoritairement situées dans des communautés issues de la classe ouvrière et à faible revenu, ainsi que dans les communautés de couleur, ce qui reflète la charge disproportionnée que place sur leurs épaules une économie de croissance qui en répartit inégalement les coûts. Pressés par la menace exercée par les déchets toxiques sur la santé des familles et la survie de la communauté, des militantes de base ont pris le leadership des luttes environnementales communautaires. Inscrites dans le mouvement plus vaste de la justice environnementale, elles forment un ensemble hétérogène, incluant des femmes au foyer et des secrétaires de la classe ouvrière, des agricultrices africaines-américaines, des femmes urbaines, des travailleuses agricoles mexicaines-américaines et des natives américaines. Ces activistes ont cherché à se différencier du leadership blanc, mâle et de classe moyenne de nombreuses organisations environnementales nationales. Aux enjeux abstraits des groupes nationaux, les femmes ont préféré les questions environnementales issues de leur expérience immédiate et concrète. Les militantes de la classe ouvrière partagent souvent une définition assez vague de la justice environnementale, ainsi qu'une critique des institutions sociales dominantes et des organisations environnementales mainstream qui, selon elles, ne traitent pas des questions plus vastes d'inégalité qui sous-tendent les risques environnementaux. Dans le même temps, ces mêmes activistes présentent une diversité importante dans leur conceptualisation des questions liées aux déchets toxiques, reflétant différentes expériences de classe, de race et d'ethnicité. Ce chapitre s'intéresse aux manières dont différentes femmes issues de la classe ouvrière formulent les idéologies de résistance autour des questions liées aux déchets toxiques et aux processus par lesquels elles arrivent à un concept de justice environnementale. À travers l'analyse d'interviews, de bulletins d'information et de présentations de conférences, je donne à entendre les voix des femmes activistes blanches, africaines-américaines et natives américaines, ainsi que les ressources qui informent et soutiennent leurs protestations. Il en résulte un discours environnemental médié par des expériences et interprétations subjectives et ancrées dans des vérités politiques que ces femmes forgent autour de leur identité de femmes au foyer, de mères, de membres de communautés et de groupes ethniques et raciaux. Pour les féministes, la réflexion critique sur l'expérience quotidienne du monde est une dimension subjective importante du changement social. Les féministes nous montrent que l'expérience n'est pas simplement un concept personnel et individualiste, elle est sociale.
Les expériences des gens reflètent leur position au sein de la hiérarchie sociale. Ainsi, les femmes de la classe ouvrière issues de divers milieux interprètent leur expérience des problèmes liés aux déchets toxiques en fonction de leur histoire culturelle spécifique, partant de prémices différentes et arrivant à des concepts de la justice environnementale reflétant des expériences plus larges de classe et de race. Les femmes de la classe ouvrière issues de diverses origines ethniques ou raciales voient dans le mouvement contre les déchets toxiques un mouvement de femmes constitué majoritairement de mères. Ainsi que l'exprime une femme qui s'est battue contre un incinérateur en Arizona et a participé ensuite à des campagnes anti-incinérateurs à travers l'État. Les femmes sont la colonne vertébrale des mouvements populaires. Ce sont elles qui s'y collent, celles qui ne jetteront pas l'éponge. Ce sont principalement les femmes, à travers leur rôle traditionnel de mère, qui font le lien entre les déchets toxiques et les problèmes de santé de leurs enfants. Ce sont elles qui découvrent les dangers de la contamination par les déchets toxiques. Fausses couches à répétition, anomalies congénitales, décès par cancer et ainsi de suite. Cela n'est pas surprenant, du fait de la division genrée du travail dans les sociétés capitalistes qui fait porter aux femmes de la classe ouvrière la responsabilité de la santé de leurs enfants. Pour ces femmes, la famille sert d'aiguillon pour l'action, venant contredire l'idée commune de la famille conservatrice à l'esprit de clocher. La famille a pour ces femmes une signification très différente de celle de la famille nucléaire des classes moyennes. Elle est moins privatisée, plus étendue au sens d'ouverte, perméable et connectée à la communauté. Cette famille élargie crée les réseaux et les ressources qui permettent aux communautés des classes populaires de survivre matériellement malgré les faibles ressources économiques dont elles disposent. La destruction des quartiers ouvriers par la croissance économique prive les communautés des classes populaires des ressources nécessaires à leur survie, d'où la résistance engendrée par la question des déchets toxiques. Les luttes des femmes des classes populaires contre les déchets toxiques s'ancrent dans des problématiques de survie. Les idéologies de la maternité, traditionnellement reléguées à la sphère privée, deviennent une ressource politique, utilisée par les femmes des classes populaires pour initier et justifier leur résistance. Dans le processus de mobilisation, les femmes des classes populaires en sont venues à rejeter l'idéologie dominante qui sépare l'arène privée de l'arène publique. De nombreuses femmes qui se sont impliquées dans l'activisme citoyen ne se considèrent pas elles-mêmes comme des activistes et sont rarement engagées dans le processus politique. Elles peuvent se sentir tout d'abord intimidées par l'idée de pénétrer l'arène publique. Les officiels masculins exacerbent encore plus cette intimidation en ignorant les femmes, en les critiquant comme étant surémotives et particulièrement en délégitimant leur autorité, les qualifiant de femmes au foyer hystériques, une formule largement utilisée, quel que soit le statut professionnel des femmes. Les femmes de classe populaire se sont appropriées ces critiques et les ont utilisées comme une source d'émancipation. Ainsi que l'exprime Cora Tucker. Lorsqu'au début, il me qualifiait de femme au foyer hystérique, j'étais très peinée. Je rentrais à la maison et je pleurais. J'ai appris que c'était une tactique des hommes pour que nous restions à notre place. Alors, lorsque les choses ont commencé à bouger autour des déchets toxiques, j'y suis retournée. Et un homme s'est levé et a dit « Nous avons une pièce remplie de femmes au foyer hystérique aujourd'hui. Alors, messieurs, il faut nous tenir prêts. » J'ai répondu « Vous avez parfaitement raison. Nous sommes hystériques. Et lorsqu'il est question de vie ou de mort, en particulier de la mienne, je deviens hystérique. » Et j'ai ajouté « Si les hommes ne deviennent pas hystériques, alors quelque chose ne tourne pas rond chez eux. » À partir de ce moment-là, ils ont arrêté de nous traiter de femmes au foyer hystérique. Les femmes africaines-américaines des classes populaires s'engagent dans la lutte contre les déchets toxiques depuis un endroit différent des femmes blanches. Elles apportent à leur mobilisation une conscience politique forgée par la race qui ne partage en rien la confiance initiale des femmes blanches des classes populaires envers les institutions démocratiques.
ces femmes entretiennent un rapport de méfiance à l'égard du gouvernement, ayant été les victimes de politiques racistes toute leur vie. Les problèmes individuels liés aux déchets toxiques sont immédiatement englobés dans un contexte politique plus large et considérés comme du racisme environnemental. Comme l'exprime une activiste africaine-américaine de Rahway dans le New Jersey. Lorsqu'ils ont implanté l'incinérateur à Rahway, je n'ai pas été surprise. Il suffit d'observer les alentours de ma communauté pour constater que nous sommes la décharge de toutes sortes de projets industriels urbains dont personne ne veut. J'ai su qu'il s'agissait de racisme environnemental à la minute où ils ont proposé l'incinérateur. Une africaine-américaine qui s'est battue contre l'implantation d'une décharge au sud de Chicago réitère cette vision. Ma communauté est une communauté noire, isolée de tout. Ils se moquent de ce qui peut nous arriver. Elle décrit sa communauté comme un croissant toxique. Nous accueillons 7 décharges, une station de traitement des eaux usées, la Ford Motor Company, une fabrique de peinture, plusieurs compagnies de produits chimiques et des aciéries. La rivière est située à quelques pâtés de maison et charrie de l'eau tellement contaminée qu'ils disent que cela prendrait 75 ans ou plus pour l'assainir. Cette activiste voit son engagement dans les questions liées aux déchets toxiques comme un défi contre les stéréotypes qui touchent traditionnellement les femmes africaines-américaines. Elle dit: je suis là pour faire savoir que toutes les personnes qui habitent les HLM ne sont pas paresseuses et stupides. Certaines de ces femmes racontent comment leur engagement sur les questions liées aux déchets toxiques a favorisé leur émancipation personnelle. Selon une activiste africaine-américaine, il y a 20 ans, je n'aurais pas pu le faire parce que j'étais trop timide. Il fallait que je connaisse vraiment les gens pour pouvoir leur parler. Désormais, je m'exprime. Parfois, peut-être trop. J'ai attendu d'avoir 50 ans pour aller en prison. Mais cela valait la peine. Je ne suis jamais allée à l'université, ni au lycée, mais j'y vais pour prendre la parole. Néanmoins, ce n'est pas un thème majeur des récits des activistes africaines-américaines comme c'est le cas chez les femmes blanches des classes populaires. Ainsi que l'a montré une décennie d'histoire féministe africaine-américaine, celles-ci ont historiquement joué un rôle central dans l'activisme communautaire en rapport avec les questions de race et d'injustice économique. Elles bénéficient d'un statut et d'une reconnaissance considérable auprès de leur communauté. Beaucoup des femmes qui participent aux mobilisations contre les déchets toxiques sont issues de l'activisme pour les droits civiques, et leur protestation environnementale, en particulier dans le Sud, se développe à travers des organisations communautaires nées avec le mouvement pour les droits civiques. Et bien que les dirigeants en vue soient souvent des hommes, l'organisation de base était le fait des femmes africaines-américaines qui, ainsi que l'a écrit Cherry Townsend Gilkes, ont souvent été qualifiées de race women, responsables de l'émancipation raciale de leur communauté. Les africaines-américaines se sont aperçues que les organisations environnementales traditionnelles ne font référence que de manière périphérique à leurs préoccupations. Comme le raconte Cora Tucker, cette femme blanche d'un groupe environnemental m'a demandé de venir sauver un parc. Elle m'a dit qu'elle et il avaient tenté de mobiliser des personnes noires et qu'elle n'était pas venue. Je lui ai répondu: chérie, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas concernées, mais lorsque leurs enfants meurent dans leurs bras, elles n'en ont rien à faire des parcs. J'ai ajouté: elles veulent sauver leur bébé? Si vous pouvez les aider à sauver leur bébé, alors elles pourront vous aider en retour à sauver votre parc. Elle m'a répondu: mais il s'agit d'un problème immédiat. Ce à quoi j'ai rétorqué: eh bien, la mort de leurs enfants aussi. Tucker explique que les groupes blancs environnementaux font souvent appel à elle, ou à la direction de la National Association for the Advancement of Colored People, à la dernière minute, pour participer à un rassemblement environnemental dans une volonté d'inclure les africaines-américaines. Mais ils excluent les africaines-américaines du processus de problématisation initiale. Or, les communautés africaines-américaines modifient l'agenda. Du fait que les africaines-américaines font concrètement l'expérience du racisme et de son analyse, les questions sociales sont interprétées et combattues dans ce contexte. L'histoire de Cora Tucker, assistant à la réunion du conseil d'administration de la ville, montre qu'elle ne lutte pas seulement pour l'environnement, mais aussi contre l'impuissance dont elle fait l'expérience en tant qu'africaine-américaine. Lors de la réunion, les femmes blanches étaient nommées Madame Intel par le conseil entièrement blanc et masculin.
Par contre, lorsque Madame Tucker s'est levée, elle a été nommée Cora. Un matin, je me suis levée. J'en ai eu ras-le-bol. Et j'ai dit « Comment m'avez-vous appelé ?» Il a répondu « Cora ». Et j'ai lancé « Mon nom est Madame Tucker ». J'ai gardé la parole jusqu'à ce qu'il dise Madame Tucker. Il a attendu 5 minutes avant de dire Madame Tucker. Et j'ai tenu bon. Je lui ai dit « Je ne vais pas vous laisser m'appeler Cora ». Et lorsqu'il a répondu « D'accord, Madame Tucker », j'ai ajouté « Monsieur le Président, je ne vous appelle pas par votre prénom et je ne veux pas que vous le fassiez non plus. Mon nom est Madame Tucker et lorsque vous vous adressez à moi, je veux que vous m'appeliez ainsi. » Ce n'est pas comme s'il était impératif de m'appeler Madame Tucker, mais c'était une question de respect. Lorsqu'elle évoque ce petit acte de résistance en tant qu'Africaine-Américaine, Cora Tucker montre en quoi les questions environnementales sont non seulement des questions de business et de pouvoir étatique, mais aussi de race. Pour les activistes africaines-américaines, les questions environnementales reflètent le racisme environnemental et sont liées à d'autres questions de justice sociale, comme l'emploi, le logement et la délinquance. Elles sont vues comme faisant partie d'un problème plus vaste d'inégalité sociale basée sur la race. De ce fait, la réponse élaborée en termes de justice environnementale est une vision propre aux droits civiques, ancrée dans l'expérience quotidienne du racisme. La justice environnementale fait apparaître la nécessité de résoudre plus largement les inégalités sociales attachées à la race. Les récits des femmes natives américaines sont également nourris par le thème du racisme environnemental. Toutefois, leurs analyses sont chargées d'images différentes. Il s'agit ici d'une analyse génocidaire, ancrée dans l'identité culturelle des natives américaines, l'expérience du colonialisme et la mise en danger imminente de leur culture. Une native américaine du Dakota du Nord qui s'opposait à l'installation d'une décharge souligne. Depuis que l'homme blanc est arrivé ici, il n'en fait que nous repousser, nous prendre nos terres et nous repousser dans des réserves. Nous ne sommes plus que 3% de la population désormais. Et ce n'est qu'une autre manière de nous prendre nos terres, d'annihiler totalement notre race. Nous considérons cela comme du racisme. Comme les Africaines américaines, l'engagement de ces femmes dans les mobilisations contre les déchets toxiques est ancré depuis le début dans la question raciale et elles ne partagent aucunement avec les femmes blanches des classes populaires leur confiance initiale en l'État. Une native américaine de Caroline du Sud qui s'est opposée à l'implantation d'une décharge dans la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud explique. Le gouvernement s'est plus ou moins comporté comme nous l'avions prévu. Il a soutenu la décharge. Les gens d'ici ont peur du gouvernement. Il contrôle tellement d'aspects de notre vie. Lorsque je me suis engagée dans l'opposition à l'implantation de la décharge, mes proches m'ont dit de faire attention. Ils disaient que l'on anéantissait les personnes comme moi. Une autre femme impliquée dans les mobilisations du Dakota du Sud décrit la dérision avec laquelle un représentant officiel du gouvernement a traité l'opposition de sa tribu à l'implantation de la décharge. Si nous voulions vivre notre vie sur la terre-mère, nous n'avions qu'à habiter dans un tipi, dans les grandes plaines et chasser le bison. Les natives américaines viennent d'une culture dans laquelle les femmes ont eu plus de pouvoir et de place dans la vie publique que les femmes blanches issues des classes populaires. Dans la communauté native américaine, les femmes sont vénérées comme nourricières. Dès l'enfance, les garçons et les filles apprennent que les hommes dépendent des femmes pour leur survie. Les femmes jouent également un rôle central dans les décisions de la tribu. Les membres du conseil tribal comptent autant d'hommes que de femmes. De nombreuses femmes sont chefs de tribu et docteurs. La religion des natives américaines inclut un respect à l'égard des femmes ainsi qu'une éthique écologique fondée sur des valeurs telles que la réciprocité et le développement soutenable. Les natives américaines prient la terre-mère, en opposition à la croyance de la culture dominante, en une représentation blanche, mâle et anglo-saxonne de la divinité. En décrivant la façon dont leur culture intègre les notions d'écologie et de féminité,
une femme du Nouveau-Mexique affirme: nous sommes en rapport avec toute la communauté vivante. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes nés en son sein. Nous en faisons partie. Nous sommes connectés en tant que femmes à la terre-mère depuis l'âge de la conscience. Nous ne sommes pas des environnementalistes. Nous sommes nés dans cette lutte pour préserver et protéger nos communautés. Nous ne nous séparons pas de nous-mêmes. Le sang qui coule dans nos veines nous rend automatiquement responsables. Nous sommes nés ainsi. Notre savoir est spirituel. Cette population, cette pollution, est étrangère à notre culture. Il n'existe pas même de mot pour dire dioxine en avarot. Ces dernières années, les terres des natives américaines sont devenues des sites privilégiés pour le commerce des dépôts d'ordures. Les compagnies de traitement des ordures et des déchets ont exploité la pauvreté et la pénurie d'emploi des communautés natives américaines et utilisé le fait que leurs terres, en tant que relevant de la souveraineté nationale, sont souvent exemptes de toute réglementation environnementale locale. Les arguments des natives américaines pour expliquer leur opposition aux décharges sont ancrés dans les valeurs liées à la terre dans leur communauté. Elles considèrent ces projets comme une violation de la souveraineté tribale et du sens profond de la terre, la dernière ressource qui leur reste. Le problème, selon une native américaine de Californie, porte sur la protection de la terre pour les générations futures. Pas tellement en tant que mère, mais en termes de santé, des populations, de survie. Notre tribu fonde sa souveraineté sur nos terres. Si nous les perdons, nous serons un peuple perdu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir ces déchets et mettre en péril notre tribu. Si vous ne prenez pas soin de la terre, alors la terre ne prendra pas soin de vous. Parce que tout ce qui nous entoure est relié à la terre-mère. Si nous ne prenons pas soin de la terre, que va-t-il nous arriver? Dans le processus de protestation, ces femmes nous disent qu'elles sont amenées à articuler plus clairement leurs valeurs culturelles, qui deviennent des ressources de résistance, aidant la tribu à s'organiser contre l'implantation de décharges. Même si de nombreuses membres des tribus natives américaines n'articulent pas de critique environnementale, elles et ils comprennent parfaitement l'enjeu lié à leur territoire et contenu dans la religion de la terre-mère sur laquelle leur société est construite. Conclusion. Les récits des femmes blanches, africaines, américaines et natives américaines impliquées dans les mobilisations contre les déchets toxiques révèlent la façon dont leur expérience particulière et subjective les ont amenées à dépasser les enjeux locaux dans leur analyse des problèmes de déchets toxiques pour les articuler à d'autres sphères de pouvoir. Les croyances traditionnelles attachées à la maison, la famille et la communauté donnent l'impulsion à l'engagement des femmes dans ces questions et deviennent une source d'émancipation en ce que les femmes transforment les mots et les significations traditionnelles en idéologie de résistance. Ces récits démentent la conception traditionnelle de ces protestations contre les déchets toxiques qui seraient étriquées, concernées par leurs seuls intérêts et incapables de dépasser leurs problématiques particulières. Ils prouvent que les mobilisations portant sur un problème précis vont bien au-delà et rendent visibles les expériences quotidiennes et les ressources mobilisées par les différents groupes pour résister. À travers les luttes environnementales, ces femmes défient dans une certaine mesure les relations sociales de race, de classe et de genre. Voilà, donc on a choisi de lire cet extrait, déjà parce qu'il concernait plus, comme on l'a dit, les africaines américaines, les natives américaines, je trouvais que c'était vraiment en lien avec ce séminaire. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ce texte, c'est qu'il est assez représentatif quand même de Reclaim. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire un peu la préface d'Emily H, mais vraiment, je vous la recommande. Et elle explique que, justement, l'écoféminisme, c'est parti avant tout de mobilisation militante, de manifestation de femmes, voilà, qui ont décidé un jour, parce que tout d'un coup c'était insoutenable et que la vie de leurs proches était menacée,
de faire ce qu'elle pouvait, comme elle pouvait, voilà. Et dans ce recueil, justement, ce qu'explique Émilie H. dans la préface, c'est que justement, c'est pas l'écoféminisme, c'est pas des textes théoriques. Ça a été après un peu théorisé plus tardivement par l'université, etc. Mais c'est avant tout des textes poétiques, des récits de mobilisation, des récits fictionnels, des interviews comme celui qu'on a lu, voilà, toute forme de textes qui ne sont pas théoriques, qui sont justement un ensemble et qui montrent que c'est extrêmement varié et que le mouvement écoféministe, c'est aussi des femmes qui à un moment se sont rassemblées, des femmes qui venaient de mouvements très différents, mais qui à un moment se retrouvent voilà, dans ces questions liées à l'écologie et à l'émancipation féminine et à la défense des droits des femmes. Voilà, pour résumer très vite l'introduction d'Émilie H. que je vous recommande vivement de lire. Merci beaucoup pour votre conférence performance. Alors l'introduction dont tu parlais, je l'ai transférée à ceux qui sont sur la liste de diffusion. Si certains d'entre vous ne sont pas sur la liste de diffusion, souhaitent avoir les informations, vous pouvez mettre votre email sur la feuille d'émargement. Et donc vous pourrez, ceux qui ont eu le mail, revenir sur le texte. C'était très agréable d'entendre en fait le texte vivant avec cette lecture à deux voix, la musique, les images. Dans le séminaire FemPropo, on laisse la parole au public, s'il s'agit aussi d'échanger. Donc s'il y a des questions dans le public, ou pas forcément des questions, mais des réactions, des remarques, voilà, la prise de parole est libre. Voilà. J'espère que vous n'avez pas été déroutés par la forme, voilà, parce que nous, on revendique qu'on est avant tout artiste. Hein. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'écoféminisme, mais ça m'intéresse énormément. Et puis, tout le travail qu'on a fait sur les sorcières voilà, m'a amené à vraiment m'intéresser à tout ça. Et c'est pourquoi on a décidé de lire un extrait, voilà, des vidéos, du son, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, avec une courte présentation, mais c'est vrai que voilà, après il s'agit de lire tous les textes, de piocher des textes qui sont vraiment très différents. J'ai découvert tout à fait cette notion d'implication des femmes dans un militantisme, une action pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Je ne connaissais pas cette mobilisation typiquement féminine. Peut-être qu'on a des choses aux États-Unis. C'est peut-être parce que aux États-Unis, effectivement, la situation est très particulière qu'on a cette mise en relief des femmes. En tout cas, moi, je découvre tout à fait ce que je découvre aussi intellectuellement, parce que ce n'est pas du tout un sujet que j'avais jusqu'à présent, que j'avais pensé. Je découvre effectivement que dans la présentation que vous en faites dans la performance, alors c'est peut-être le fait de le présenter comme ça que ça met en relief, mais il y a réellement, apparemment, effectivement, beaucoup de sens dans le fait que les femmes porteraient une action militante qui n'a rien à voir avec une action de parti politique écologiste et tout, comme on les voit notamment en France. Et là, je découvre tout à fait, je commence un petit peu à comprendre ce qu'il y a derrière ça quand vous dites la position des femmes blanches natives américaines, différente de celle des femmes africaines, latino-américaines, ça jusqu'aux indigènes, aux amérindiens. Là aussi, je découvre et je me dis qu'effectivement, c'est à la fois il y a des explications probablement sociales, historico-sociales, et peut-être aussi beaucoup plus profondes, beaucoup plus lointaines, qui perdurent dans une société contemporaine où la femme a toujours occupé une place particulière, même si on parle d'égalité homme-femme, les femmes ont toujours occupé une place très particulière. Enfin, moi qui suis à l'origine archéologue, je me suis intéressé à la préhistoire ancienne et à des littératures récentes, où les femmes jouaient un rôle beaucoup plus proche du foyer, de l'éducation, de l'environnement immédiat, de ce qui crée une cellule
protectrice entre le moment de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Les femmes jouent un rôle extrêmement important d'un environnement qui va créer la société du moment, les hommes étant au départ, je ne veux pas dire de bêtises, mais au départ appelés à s'éloigner de cette zone de foyer, de zone de vie tranquille et apaisée, ne serait-ce que pour la chasse, etc. Donc les femmes sont quand même historiquement, et ça remonte à très loin, en charge de l'éducation, en charge de l'art, en charge de la culture, parce qu'elles sont beaucoup plus, moins mobiles que les autres, au départ dans les sociétés nomades. Et donc, effectivement, je me dis que cette approche que vous avez à travers l'écoféminisme va certainement très très loin dans les explications. C'est peut-être un peu tordu ce que je dis, mais je trouve qu'il y a une piste intéressante. Et puis là aussi où je suis interpellé, c'est ce que j'ai découvert, et ça me paraît, ça coule presque de sens, c'est les femmes natives américaines d'origine africaine, enfin, je sais plus quelle est elles parlent d'éco-racisme, enfin de lier à un positionnement raciste. Et ça aussi, je trouve que c'est extrêmement intéressant comme approche, parce que ça s'éloigne aussi, mais c'est peut-être lié à l'Amérique, ça s'éloigne aussi d'une espèce d'approche qu'on aurait politico, enfin, de classe sociale. Là, on est dans un autre domaine, à côté des classes sociales, on juxtapose aussi, on mélange, on imbrique la notion de racisme. Et alors ça aussi, je découvre, parce que en France, on n'en est pas encore là, quoique, mais là, je découvre une problématique de compréhension des problèmes du monde, notamment de l'écologie, que je n'avais pas. Donc après, je ne sais pas si j'aurai le temps d'approfondir tout ce que vous suggérez dans votre performance, mais ça m'a interpellé. C'est ardu parce qu'il faut rentrer dedans, mais ça soulève de sacrées questions sur le rôle des femmes en politique, qui n'a plus rien à voir avec les partis politiques au sens où on les entend à travers cette action. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises, mais ça m'a vraiment intéressé sur ce. Je sens qu'il y a des pistes, effectivement, je n'aurai peut-être pas le courage de les croiser, mais il y a des pistes, effectivement, d'analyse. Avec juste l'introduction des villages, oui, j'aimerais bien la lire. Vous donner une synthèse, une vue d'ensemble sur ce très très disparate, mais finalement c'est ça, c'est l'écoféminisme, ça cherche aussi à rassembler au-delà de plein de problématiques, plein de différences, mais voilà, qu'est-ce que les femmes peuvent, à un moment, en se rassemblant, au-delà de tout ça, en en ayant conscience, hein, justement, il faut en avoir conscience aussi pour pouvoir dépasser et avancer, mais il faut vraiment les prendre en compte une bonne fois pour toutes aussi. Et c'est ce qu'on a du mal aussi, je pense, à faire encore. Oui, c'est une approche intellectuelle que même les hommes écolos n'ont pas, je crois. Et pour rejoindre ce que vous disiez par rapport à l'archéologie, etc., c'est effectivement, par exemple, Starhawk, qui se revendique sorcière, qui est à l'origine aussi des mouvements antinucléaires, et qui vraiment est sorcière, et elle manifeste, elle et ses amis, en faisant des rituels, elle pratique la religion Wicca, se revendique de la terre-mère, et ça rejoint les natives américaines et toutes les civilisations païennes d'avant, justement. Donc le texte qu'on a lu, il évoque plein de points de l'ensemble des textes du recueil par rapport à ça aussi. Et c'est aussi ce qui a été reproché quand ça a commencé à être théorisé dans les années 90, l'écoféminisme en France, parce qu'effectivement c'est parti, ça a commencé, ça a été important aux États-Unis, et ça commence en France là à avoir de plus en plus de résonance, mais ça a été un peu théorisé, mais ça a été aussi extrêmement critiqué par tout le féminisme radical, qui était vraiment le féminisme des années 70 en France, parce que justement elles avaient peur qu'on revienne à un essentialisme, la femme et la nature. Mais ce qu'explique Émilie H très bien, et qui est très intéressant, que j'adore, c'est que justement ça part aussi à l'époque d'une dépréciation de la nature. C'est-à-dire que comment maintenant réhabiliter, c'est reclaim, c'est le terme reclaim, c'est la réhabilitation, c'est se réapproprier à la fois l'émancipation féminine, etc., ce combat-là, et aussi la défense de la nature, et arrêter de
de faire cette opposition nature et culture, et qui déprécie la nature, qui déprécie la femme, qui la remet à un rôle primaire, etc. Mais c'est pas rejeter non plus ce rôle-là, et c'est avant tout des mères quand même qui sont allées, voilà, parce que c'est une question de vie ou de mort, quoi. C'est pas théorique, c'est pas, voilà, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Si je peux compléter un petit peu, avoir lu le recueil, ce que tu as bien dit, c'est que le mot même d'écoféminisme aussi n'est pas connecté forcément à ces mouvements. Ça a été avec l'institutionnalisation de l'écoféminisme qu'on a commencé à qualifier des mouvements qui ne s'auto-qualifient pas d'écoféminisme, d'écoféminisme. Là aussi, il faut... Mais maintenant, voilà. Maintenant, Vandana Shiva, par exemple, qui disait au départ pas du tout, qui disait pas écoféminisme, se revendique maintenant. C'est-à-dire que justement, tout d'un coup, toutes ces femmes, toutes ces militantes, elles se disent, bah tiens, on peut aussi à un moment se rassembler avec nos problématiques différentes, se rassembler aussi petit à petit et voilà. Oui, alors avec les polémiques, les débats et voilà, qui s'ensuivent, parce que bon, Vandana Shiva, elle est aussi quand même un peu controversée en Inde. Mais sur quoi je voulais rebondir, c'était sur la constitution du recueil. Donc, effectivement, c'est Émilie H, qui est une spécialiste de l'écoféminisme, qui est philosophe, donc qui réfléchit à ces textes, et qui se positionne également en écoféministe. Ça, c'est très frappant dans l'introduction. Il y a vraiment un ton militant, l'utilisation du nous, qui est intéressant à saisir. Mais moi je trouve que quand même, alors j'ai lu la grande majorité des textes, il se trouve que ce sont surtout des textes, alors il y a les textes de Sarah Hope, qui est donc une prêtresse écoféministe très connue, qui a aussi commenté la catastrophe de Katrina, donc il y a ce texte par exemple dans le recueil. Il y a des textes donc, de vraiment écoféministes qui se revendiquent écoféministes. Il y a aussi un poème au début du recueil, mais il y a aussi beaucoup de textes critiques en fait, de l'écoféminisme qui sont plus déjà du côté théorique. Donc je pense qu'il y a aussi un petit coup de force de la part d'Émilie H en présentant ces textes comme écoféministes, parce que finalement il y a aussi des textes qui réfléchissent à l'écoféminisme. Donc c'est toujours ce jeu entre des mouvements qui sont des mouvements spontanés, de gens qui voilà, se posent pas de questions forcément de la théorique comme le feraient voilà, les universitaires, et puis ce jeu de l'institutionnalisation, etc. D'ailleurs, il y a un texte dans le recueil sur le fait que l'écoféminisme a été récupéré par des philosophes, il y a une invasion de la philosophie dans l'écoféminisme, etc. Et puis pour revenir sur le fait que les femmes sont toujours engagées dans la lutte pour l'environnement. Je suis tombée sur cette référence, je ne connaissais pas, j'ai fait une petite recherche avant la séance, mais il y a le prix Nobel de la paix en 2004, qui est une Nigérienne, qui s'appelle Mai Tai, qui est un peu emblématique de ce type de mouvement de femmes qui luttent alors, contre la déforestation, contre voilà, les déchets toxiques, etc. Et qui luttent parce qu'elles sont les premières concernées, on l'entendait bien dans l'article de Céline Cross, parce que c'est elles qui voient leurs enfants tousser, c'est elles qui voient, qui subissent dans leur corps même, avec les fausses couches, etc., les méfaits de la pollution. Donc il y a ce jeu-là entre le mouvement spontané et puis la réflexion plus approfondie. Voilà. Moi, je pense qu'on arrive un peu en retard, désolé, mais quand même que le train en marche. Quelqu'un comme Clarissa, femme qui danse avec nous, Esté, anthropologue, moi quand je pense à l'écoféminisme, je pense surtout à elle parce que je trouve que cette revendication de la femme proche de la nature, comme elle dit, sauvage de la femme, je ne trouve pas ça péjoratif. Et ce qui me gêne dans, que ce soit le recueil, c'est peut-être un point de vue très, je dirais entre guillemets, français. Et pour moi, l'écoféminisme, c'est vraiment dans cette
dans la philosophie de Clarissa Este, parce que la nature sauvage, revenir, bon, finalement c'est un peu ça, ce que vous dites, nature-culture, et le côté toxique, il y a un côté social, de combat sociétal, environnementaliste, quelque part qui me gêne. Enfin, je veux dire, la posture, par exemple, de la femme amérindienne, elle est, je pense, d'un point de vue beaucoup plus proche de Clarissa Este, parce qu'il y a la nature sauvage, mais il y a toujours le lien entre ce que la femme, la native américaine, son rapport avec la nature, je dirais c'est tout à fait naturel. C'est pas du tout la même problématique quand vous avez une africaine américaine qui est dans un lieu, je dirais, une banlieue un peu isolée. Le rapport à la nature, c'est vrai qu'il y a le racisme, il y a tout ça, donc c'est un combat. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vois pas le côté féministe, je vois le côté écologiste, je vois le combat contre, il y a tout, parce que évidemment, il y a tout un schéma politique, sociétal de mettre dans un lieu bien précis où vous avez des familles noires défavorisées, on met les décharges, il y en a 7, etc., il y a l'usine de peinture, etc. Oui. Mais le combat féministe, je veux dire, est-ce que c'est féministe de se battre parce qu'on voit nos enfants qui sont malades? C'est le même combat qu'il y a eu avec le gaz de schiste aux États-Unis. Les premières à sonner le système d'alarme, c'était les femmes. Parce qu'elles ouvraient l'eau dans leur robinet, elles voyaient, et les enfants étaient malades. Est-ce que c'est du féminisme? Est-ce que les pères qui sont à côté ne voient pas non plus leurs enfants qui sont malades? Je veux dire, c'est le mot féministe, c'est une question que je pose. Hein. En quoi est-ce que c'est féministe? Est-ce que le père qui est à côté ne se bat pas non plus pour que les enfants ne soient pas dans la décharge? En fait, voyez. Pour moi, l'écoféminisme, c'est justement ce que disait l'anthropologue Clarissa Este, c'est que la femme retrouve sa nature. En même temps, on peut avoir un point de vue, c'est pour ça que ça a été critiqué, mais pour moi, mon point de vue, c'est ça. Oui. Pour moi, c'est ça. Donc, on peut avoir un point de vue différent, justement, et c'est ce qui est intéressant, justement, c'est que ça rassemble des points de vue différents. Et au-delà de ces points de vue, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à un moment donné? Et comment une personne va pouvoir s'engager pour une cause qui n'est pas forcément celle au départ qui est la sienne, mais justement on va s'engager dans un mouvement plus grand, et comment on va pouvoir aussi à un moment créer un rassemblement plus important pour des causes et avoir plus de poids aussi. Donc on peut avoir chez elle aussi notre... Je peux essayer de répondre. Oui, parce que Starro, pour le coup, elle est vraiment dans le féminisme, pas forcément... ça dépend des textes et des problématiques, mais il y a certains textes et il y a certaines personnes, femmes qui se revendiquent écoféministes, qui sont dans vraiment un vrai discours féministe, dont Starro ou d'autres. Je pense qu'il y a deux réponses en fait à cette question du féminisme dans l'écoféminisme. La première, c'est que, tu l'as bien expliqué, ce sont d'abord, avant d'avoir le label écoféminisme, ce sont des mouvements de femmes qui s'entraident pour protéger l'environnement et protéger la vie. D'accord ? Et ce faisant, ces femmes, c'est très bien décrit, c'est la partie de l'article que vous n'avez pas lu, il me semble, où elle parle plus des femmes blanches de la classe ouvrière. Ce faisant, en s'engageant dans ces luttes, elles se rendent compte, c'est l'expérience de l'intersectionnalité, elles se rendent compte qu'elles sont opprimées dans leur combat parce qu'elles sont de classe populaire, mais aussi parce qu'elles sont femmes, parce que quand elles sont noires et racisées, parce qu'elles sont noires et... Donc c'est en militant qu'elles se rendent compte de l'oppression subie en tant que femmes. Donc c'est des mouvements qui conduisent à une prise de conscience de la place qui est laissée aux femmes. Et c'est particulièrement ce que vous avez dit dans cet article, elle montre bien que chez les africaines américaines, il y avait déjà cette conscience qu'on ne va pas nous prendre au sérieux parce qu'on est noirs. Et on est, voilà, des descendants d'esclaves dans une Amérique raciste. Chez les natives américaines, on ne va pas nous prendre au sérieux parce qu'on est natives américaines. Mais chez les, donc c'est le passage qui n'a pas été lu, mais chez les femmes blanches de classe ouvrière, il y a cette espèce de désillusion
parce qu'il y a une confiance dans le gouvernement, une confiance dans l'État, et elles se rendent compte en fait qu'elles sont des victimes de l'oppression par leur sexe et par la classe. Donc c'est une expérience de l'intersectionnalité en fait. Et la deuxième réponse, c'est que, comme l'a dit Alexandra, l'écoféminisme se construit aussi avec des discours plus théoriques. Alors théorique, il faudrait mettre beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, c'est vraiment dans la spiritualité que se construit la réflexion. Ce qui aussi nous oblige à une complète révolution épistémologique en France, parce qu'en France, on dissocie la réflexion politique sociale du religieux. Donc c'est quelque chose qui gêne beaucoup les Français. C'est pas pour rien que le féminisme musulman dérange. Parce qu'on a tendance à... on ne peut pas concevoir qu'on puisse avoir une religion, une spiritualité et en même temps penser politique. Or, elles, la particularité de ces femmes-là, c'est qu'elles pensent, donc théoriquement avec beaucoup de guillemets, où elles essaient de construire un discours sur leur oppression, depuis ce point de la spiritualité. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et alors, évidemment, ça va être un discours peut-être hérité, comme dans les femmes, pour les femmes natives américaines qui s'appuient sur cette tradition, d'accord? Ça peut être aussi un discours plus construit, par exemple Starhawk, classiquement, femme d'origine juive, de famille aisée, qui a fait des études universitaires, etc., et qui va se construire tout ce discours finalement sur la déesse mère, se reconnecter à la déesse mère, les nouveaux imaginaires aussi. Les nouveaux imaginaires, et c'est là que c'est féministe, parce que c'est dire on ne veut plus de la séparation esprit-corps, cartésienne, etc. On veut réunir le corps et l'esprit, et la femme, parce qu'elle est celle qui donne la vie, permet de refonder complètement la culture occidentale. On peut refonder à partir de cette réflexion de la femme. Je voudrais poser une question par rapport donc, à l'Afrique, puisqu'il s'agit surtout d'un combat mené par des femmes, des Afro-américaines. Et qui dit Afro-américaine dit aussi une réflexion par rapport à l'Afrique, notamment en ce qui concerne la danse. Donc j'ai vu l'aspect plastique avec l'art, la nature, mais au niveau de la danse, au niveau du corps, comment, est-ce qu'il y a eu des formes d'expression? Parce que lorsqu'on regarde la danse africaine, notamment la gestuelle, comparativement à la danse occidentale, surtout les danses traditionnelles, on est vraiment semi-plié, donc les genoux semi-pliés, et c'est vraiment le rapport à la mer, à la terre, mère, la fécondité. Et même nous en Guyane, dans certaines de nos danses, le béliard, le lapasio, on a aussi ce rapport donc, à la terre et même la symbolique de la fécondité. Alors je voulais savoir, donc la première question, est-ce qu'il y a, par rapport à ce mouvement, est-ce qu'il y a eu un retour des recherches avec l'Afrique et par rapport à la danse, y a-t-il aussi, surtout avec la place du corps, une célébration du corps, nature, donc qu'est-ce que ça donne? Et est-ce qu'elle est aussi la place de l'homme? Parce qu'en Afrique, il y a eu aussi tout un courant qu'on appelle les misovires avec Irene de Almeida, qui parlait, donc miso c'est la femme et wir c'est l'homme. Et c'était une forme de féminisme aussi, mais dans la complémentarité, pas dans le combat. Alors est-ce qu'il y a aussi cet aspect avec l'écoféminisme? Beaucoup de questions. Alors, par rapport à la danse, il y a, que je sache, il y a effectivement dans les manifestations, etc., c'est essentiellement des manifestations qui se passent dans le chant, dans la danse, dans le corps. C'est aussi, Starhawk par exemple, c'est vraiment c'est une manière de retrouver de la puissance, de résister aussi pendant les manifs à la police, enfin aux attaques aussi et tout ça. Donc c'est vraiment basé là-dessus. Par rapport à l'Afrique, pas que je sache dans les textes là, mais... En fait, dans le recueil, là aussi ça pourrait être une limite du recueil.
outre le fait qu'elle dit que ce sont des textes écoféministes, alors qu'en fait, il y en a qui sont écoféministes, il y en a qui critiquent, enfin qui analysent l'écoféminisme. Essentiellement américain. Alors voilà, elle a inclus Shiva Ramonda, mais les textes qui sont choisis reflètent ce qui a été critiqué par la suite, c'est-à-dire que le mouvement écoféministe était quand même plutôt blanc. D'accord ? Et donc, elle n'inclut pas, mais j'ai fait quelques recherches, alors trop rapides, évidemment, mais c'est passionnant d'entrouvrir la porte. Il y a un développement chez les Noirs américaines de ce qu'elles appellent alors éco-womanisme. Voilà, alors en parallèle avec ce que Alice Walker a développé, le womanisme, où on retrouve l'idée que tu as souligné, Monique, le fait que dans le womanisme, il y a cette idée aussi que l'homme n'est pas l'ennemi, qu'il faut retrouver, c'est le thème du Black Love et donc la complémentarité homme-femme, c'est très importante dans la culture africaine-américaine, dans les combats africains-américains. Et pour revenir à la question du corps, il y a un texte le titre c'est « Si je ne peux pas danser, je ne prendrai pas part à votre révolution ». Donc c'est sur cette idée que justement ces mouvements incorporent beaucoup ces moments récréatifs qui sont des moments aussi de prise de puissance, d'empowerment et de comment capitaliser l'énergie, la puissance. Et donc ça fait vraiment écho à ce que tu dis aussi par rapport aux danses africaines, que la danse près de la terre, etc. Il y a toute cette idée d'énergie qui circule, etc. Et c'est clair que les écoféministes, y compris blanches, ont vraiment s'inscrivent dans ça. En serre. Parmi les questions par rapport à tout ce que j'ai entendu récemment, c'est est-ce qu'il y a justement actuellement, face à ces mouvements, à ces positionnements, comme vous parlez, des mouvements d'opposition, c'est-à-dire assez radicaux, qui vont s'affronter intellectuellement à ça, en ridiculisant certaines théorisations. Quand vous parlez du rapport à la danse, je ne participerai pas à votre mouvement si je ne danse pas. Ça fait référence à une nouvelle philosophie. Est-ce qu'il y a des hommes, peut-être des mouvements ou femmes, qui prennent ce genre d'exemple-là pour les présenter d'une autre façon, les déformer et apporter une critique violente? C'est ce que catalyse c'est ça qui est intéressant. La figure de la sorcière, justement. Comment ça se passe, l'opposition à ces mouvements-là qui sont, pour les intellectuels, je dirais, dans l'autre sens, doivent être assez dangereux parce qu'effectivement, on bascule dans un autre monde et il faut le contredire, le contrecarrer, ça peut exister. Et c'est quoi en deux mots. En deux mots, je dis c'est exactement ce sur quoi on a travaillé, donc la figure de la sorcière aujourd'hui dans le féminisme. C'est exactement ce que ça catalyse, c'est-à-dire qu'elles ont récupéré ce terme qui est à la base extrêmement péjoratif vis-à-vis de la femme, pour en faire au contraire une figure de résistance et se la réapproprier, une claim, encore une fois, à travers cette figure. Et c'est pas anodin, si la collection s'appelle Sorcière, si Starro se dit sorcière, elle explique exactement ça. Elle dit que c'était un terme vraiment de la dérision absolue vis-à-vis de la femme, la vieille femme qui n'a plus rien, quoi, et qui est bonne à écoler, quoi. Et que justement, elle réutilise ça parce que c'est vraiment cette figure de... Les hystériques. Voilà, et des bonnes femmes hystériques, enfin voilà, qu'elle a vraiment tous les... Et justement, c'est justement l'utiliser, c'est partir de ça, quoi, pour justement... Trop dangereuse, donc on les a brûlées, il faut s'en débarrasser. Ça catalyse la dérision, et justement contre Trump aussi, elles ont fait des rituels, etc. Et évidemment, les trompistes ont pu avoir des dérisions, mais n'empêche que ça marche un peu. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans ce séminaire, Marjorie et moi. Tout l'honneur est pour nous. Merci à vous, merci au public et à bientôt. Alors je fais une petite annonce.
La dernière séance du séminaire, c'est une séance de cinéma. On vous donne rendez-vous donc le 14 décembre à l'Amphi-A à 18 h pour la projection du documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la voie. C'est un documentaire qui donne la parole à 24 femmes noires qui vivent. Alors c'est dans le prolongement et c'est pour clôturer l'année de réflexion sur le féminisme noir, parce que chaque année on proposera un thème de recherche. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez mis l'accent sur l'expérience des femmes africaines-américaines et natives-américaines. Donc le documentaire donne à entendre l'expérience de ces femmes qui vivent en France et en Belgique et qui subissent le racisme, le sexisme. Donc c'est un documentaire qui a été très remarqué en France. Il a déjà été projeté en Guyane. Voilà, l'auditorium de Rémi Monjoli dans le cadre de la Fashion Week, c'est bien ça. Voilà. Et donc nous le diffusons entrée libre, gratuite, le 14 décembre à 18 h à l'amphithéâtre A. Juste avant de chanter Noël, Voilà. De la commission culture. Voilà. Vous pouvez enchaîner les activités. Voilà. Merci encore.